En ce moment même, au fond du Black Canyon, à quelques dizaines de kilomètres à peine des néons de Las Vegas, une structure de béton vieille de près d'un siècle continue de retenir un lac qui s'efface. Ce que les scientifiques ont trouvé n'a rien d'un simple épisode sec, rien d'une mauvaise saison, rien d'un accident passager du climat. Ils ont trouvé un défaut mortel, enfoui non pas dans le béton du barrage lui-même, mais dans l'équation qui l'a rendu possible. Un défaut inscrit dans les chiffres, dans les débits, dans les promesses, dans la manière même dont l'Ouest américain a été imaginé. Et aujourd'hui, ce défaut pousse silencieusement près de 25 millions de personnes vers une crise à laquelle presque personne n'est réellement préparé. Le Hoover Dam est une icône. Une légende de béton dressée dans le désert, 221 mètres de haut, une masse colossale coulée à une époque où l'Amérique voulait prouver qu'aucune frontière naturelle ne lui résisterait. Il a domestiqué le Colorado, allumé des villes, alimenté des usines, fait couler l'eau dans des banlieues qui n'auraient jamais dû exister à cette échelle. Il a permis à Las Vegas, Phoenix, Los Angeles, San Diego et à une immense mosaïque d'exploitation agricole de se comporter comme si le désert n'était qu'un détail. Pendant des décennies, il a semblé invincible. Mais un barrage n'est jamais plus puissant que le réservoir qui le nourrit. Et c'est là que la mécanique commence à se briser. Il suffit de quitter Las Vegas par la Highway 93, de laisser derrière soi les panneaux, les échangeurs, les hôtels, les lotissements couleur sable. La route avance vers le sud-est, la roche s'ouvre, le canyon tombe soudain sous le regard. Et avant même de voir le barrage, on voit la ligne. Une cicatrice blanche, immense, continue, imprimée sur les parois sombres du canyon. Ce n'est pas de la peinture. Ce n'est pas une illusion d'optique. Ce sont des dépôts minéraux, des traces laissées par l'eau à mesure qu'elle s'est retirée, année après année, pied après pied. Cette ligne est devenue le plus grand témoin visuel de la crise hydrique de l'Ouest américain. Elle raconte, sans un mot, que le lac a perdu une part gigantesque de son volume. Elle ressemble à une jauge à ciel ouvert, une marque de niveau visible depuis l'espace, visible parfois depuis les hauteurs de la vallée de Las Vegas lorsque l'air est assez net. C'est le battement du pendule sur la pierre. Et il continue. À pleine capacité, le lac Mead peut stocker environ 26 millions d'acre-pieds d'eau. Un acre-pied, c'est à peu près ce qu'il faut pour alimenter 2 foyers américains moyens pendant un an. À côté maximal, la surface du lac atteint environ 1221 pieds au-dessus du niveau de la mer. Mais depuis le début des années 2000, cette altitude n'a cessé d'être rongée. En juillet 2022, le niveau est tombé aux environs de 1040 pieds, son plus bas niveau depuis la mise en eau du réservoir dans les années 1930. Même après le répit offert par 2 hivers plus généreux dans les Rocheuses, le lac est resté très loin de sa normale d'exploitation, toujours plus d'une centaine de pieds sous son plein niveau. Cela ne représente pas une guérison, cela représente un sursis. Les agences de surveillance n'utilisent pas un langage de cinéma. Elles parlent en volume utile, en courbe d'entrée et de sortie, en débit régulé, en évaporation, en perte systémique. Le Bureau of Reclamation suit au jour le jour les codes des réservoirs du Colorado. L'USGS, la NOAA, les centres universitaires spécialisés, tous regardent la même histoire se répéter. La neige s'accumule, fond, alimente les bassins, puis une part croissante de cette eau disparaît avant même d'atteindre les grandes retenues, absorbée par des sols desséchés, perdue par évaporation, consommée par un système bâti pour un fleuve plus généreux qu'il ne l'a jamais vraiment été. Les scientifiques ont un mot pour cette transformation, l'aridification. Ce n'est pas seulement une sécheresse, c'est un glissement du climat vers un état durablement plus chaud et plus sec, dans lequel chaque bonne année pèse moins lourd que la mauvaise suivante. C'est cela qui rend le mot si terrifiant. Deadpool. À environ 895 pieds d'altitude, le lac Mead descend sous le seuil à partir duquel l'eau ne peut plus franchir le barrage par gravité pour produire de l'électricité. Les turbines cessent. La tête hydraulique, cette pression créée par la hauteur d'eau, s'effondre. Le Hoover Dam n'est plus alors une centrale hydroélectrique, seulement un mur gigantesque retenant un volume devenu insuffisant pour la fonction pour laquelle l'ouvrage a été sacralisé. À pleine capacité, la centrale a pu délivrer plus de 2000 MW, mais à mesure que le plan d'eau baisse, chaque pied perdu retire de l'efficacité, de la puissance, de la marge. Quand le lac a approché ses niveaux historiquement bas, la production avait déjà fortement chuté.
L'infrastructure de secours a permis d'acheter du temps, pas de supprimer la menace. Ce que les scientifiques ont trouvé en revenant aux archives longues du bassin du Colorado est encore plus inquiétant que la baisse du lac elle-même, car la crise n'a pas commencé lorsque la ligne blanche est apparue sur les falaises. Elle a commencé le jour où l'on a cru connaître le fleuve. En 1922, 7 États se sont partagés son eau comme on partage un héritage sûr. Arizona, Californie, Colorado, Nevada, Nouveau-Mexique, Utah, Wyoming. À l'époque, on a observé les débits disponibles, puis on a réparti. Le raisonnement paraissait logique, administratif, solide. Mais il reposait sur une période anormalement humide. Les décideurs regardaient un fleuve gonflé par une série d'années exceptionnellement favorables, et ils ont pris cette anomalie pour la norme. Ils n'ont pas mesuré le vrai Colorado, ils ont mesuré une illusion généreuse. Des études paléoclimatiques fondées sur les cernes des arbres, notamment celles conduites par des chercheurs du bassin et des universités de l'Ouest, ont reconstitué plus d'un millénaire d'histoire hydrologique. Leur conclusion a frappé comme un verdict. Le débit moyen de long terme du Colorado est nettement inférieur à ce que l'accord originel supposait. Autrement dit, l'Ouest américain a été construit sur une promesse de papier supérieure à ce que le fleuve pouvait réellement fournir. Chaque ville, chaque périmètre irrigué, chaque lotissement, chaque plan d'expansion s'est ajouté à un système déjà en déficit structurel. Pendant des décennies, les grands réservoirs ont masqué l'erreur. Lake Mead et Lake Powell ont agi comme des comptes d'épargne géants. On a tiré dans la réserve pour compenser l'écart entre la réalité physique et les engagements légaux. Et maintenant, cette réserve se vide. Le plus glaçant, c'est que l'on ne parle pas seulement d'un cycle hydrologique défavorable. Les travaux sur la méga sécheresse du Sud-Ouest ont montré que la période entamée au début du XXIe siècle compte parmi les plus sévères depuis au moins 12 siècles. 12 siècles. Il faut remonter vers l'an 800 pour trouver des séquences comparables dans certains enregistrements naturels. Cela signifie que la crise actuelle dépasse l'échelle de mémoire d'un pays, d'une administration, d'un mandat, d'une génération. Elle appartient à l'échelle des civilisations. Et une civilisation qui dépend d'un fleuve surestimé entre alors dans une zone de fragilité extrême. Le barrage lui-même traduit cette fragilité avec une précision presque cruelle. Le Hoover Dam a été conçu pour exploiter la hauteur d'eau du lac. Son fonctionnement repose sur une idée simple. L'eau descend par d'immenses prises, traverse des conduites forcées, frappe des turbines, et cette chute convertit l'énergie potentielle en électricité. Plus le lac est haut, plus la pression est forte. Plus le lac baisse, plus le système perd en rendement. Le monument n'échoue pas dans un fracas soudain. Il échoue en silence, point par point, courbe par courbe, mégawatt par mégawatt. Une cathédrale industrielle qui continue de paraître stable alors que son principe vital s'amenuise. Et il n'y a pas que l'électricité. Pour le sud du Nevada, l'enjeu le plus immédiat est l'eau potable. Las Vegas dépend massivement du lac Mead. Les anciennes prises d'eau avaient été conçues pour un lac installé durablement à des niveaux élevés, un lac de confiance, un lac du XXe siècle. Quand le niveau a continué à tomber, les ingénieurs ont vu l'impensable approcher, des prises susceptibles d'aspirer de l'air au lieu de l'eau. Dans le désert du Mojave, pour une aire urbaine de plus de 2 millions d'habitants, ce n'est pas une difficulté technique, c'est le bord du gouffre. Le tunnel profond, surnommé le troisième Straw, achevé après des années de travaux sous le lac, a permis de capter l'eau bien plus bas que les anciennes infrastructures. Ce projet n'a pas vaincu la crise, il a seulement empêché qu'elle devienne immédiatement visible au robinet. C'est ainsi que les sociétés modernes s'aveuglent, en confondant une parade d'urgence avec une solution. Des milliards peuvent être investis, des turbines adaptées, des tunnels percés, des protocoles de pénurie activés. Mais aucune somme d'argent ne peut faire monter un fleuve durablement au-dessus de sa réalité physique. Aucune prouesse d'ingénierie ne peut annuler le fait fondamental que l'on retire plus d'eau du système que ce que le système fournit sur le long terme. Le béton peut retarder le moment, il ne réécrit pas l'hydrologie. Les signaux d'alerte sont partout. Lorsque le niveau du lac baisse, le rivage recule sur des kilomètres. Des marinas se retrouvent perchés au-dessus de la vase. Des rampes de mise à l'eau deviennent inutilisables. Des épaves réapparaissent. Des barils, des embarcations militaires oubliées. Des restes humains remontent à la surface du passé.
Le lac ne se contente pas de diminuer, il révèle, il montre ce qu'il cachait. Comme si la mémoire du lieu remontait avec chaque mètre perdu. Là encore, le pendule bat. Le réservoir qui a permis de faire croire à l'abondance devient lui-même l'archive du mensonge. Ce basculement a des précédents, et c'est là que l'histoire commence à faire écho. Les grandes sociétés hydrauliques ont souvent cru que la maîtrise technique de l'eau suffisait à stabiliser leur avenir. Dans l'ancienne Mésopotamie, dans certaines plaines irriguées d'Asie centrale, dans les mondes précolombiens des zones arides, on a vu la même séquence: expansion, confiance, canalisation, intensification agricole, dépendance croissante, puis choc climatique ou hydrologique, puis contraction brutale. Ce n'est jamais le manque d'ingéniosité qui les condamne en premier, c'est l'écart entre la complexité bâtie et la ressource réelle. Plus une société devient précise, dense, interconnectée, plus elle devient vulnérable au moment où la base physique se dérobe. L'Ouest américain présente aujourd'hui cette vulnérabilité à une échelle gigantesque. Derrière les casinos, les piscines, les pelouses, les lotissements, les barrages, les conduites, les stations de pompage et les champs irrigués, il n'y a qu'une vérité géophysique, un bassin surexploité, soumis à un climat plus chaud que celui pour lequel ces règles ont été écrites. Le Hoover Dam n'est donc pas en train de trahir la civilisation qui l'a aidé à bâtir. Il est en train de lui rappeler sa condition. Le désert n'a jamais disparu. Il a simplement patienté derrière un mur de béton. Et c'est peut-être cela le plus inquiétant. La crise a déjà eu lieu une première fois dans l'opinion, puis elle a été recouverte par le retour partiel de l'eau. Les titres ont parlé de reprise, les images ont montré la surface remonter, les responsables ont respiré. Mais lorsqu'un lac remonte de quelques dizaines de pieds après avoir perdu l'équivalent de plusieurs décennies de sécurité, ce n'est pas un sauvetage. C'est une oscillation. Une respiration courte dans un corps qui continue de se vider. Les scientifiques ne regardent pas la photo d'une saison, ils regardent la trajectoire. Et la trajectoire reste la même. Le trait blanc sur les parois du canyon n'est pas un souvenir, c'est une horloge. Chaque pied gagné par la sécheresse y est inscrit comme une seconde sur un cadran géologique. Le barrage tient encore, les turbines tournent encore, l'eau sort encore des réseaux. Mais la faille fatale est toujours là, logée dans l'écart entre ce que le fleuve donne et ce que l'on exige de lui. Un écart ancien, mesuré trop tard, que le béton ne peut plus dissimuler totalement. Dans les prochains choix techniques, économiques et humains de l'Ouest américain, une question commence à dominer toutes les autres. Combien de temps une civilisation peut-elle continuer à fonctionner quand son plus grand monument n'est plus le symbole de sa maîtrise, mais celui de son retard sur la réalité ? Les échos du passé deviennent encore plus sombres lorsqu'on observe ce qui arrive aux sociétés qui commencent à manquer d'eau non pas une saison, mais structurellement. Elles ne s'effondrent presque jamais d'un seul coup. Elles se contractent par zones. Elles déplacent la douleur vers les périphéries. Elles protègent d'abord les centres politiques, les villes vitrines, les secteurs les plus puissants, puis elles laissent les marges encaisser le choc. C'est exactement ce que l'on voit déjà autour du Colorado. La crise n'a pas commencé le jour où les robinets se sont arrêtés. Elle a commencé le jour où certains ont continué à boire pendant que d'autres perdaient leurs champs, leurs droits, leur avenir. C'est toujours ainsi que les grands systèmes hydrauliques révèlent leur vérité. Ils montrent d'abord qui compte le plus, puis combien coûte le fait de ne pas en faire partie. Dans le centre de l'Arizona, au sud de Phoenix, des familles d'agriculteurs ont vu cette vérité arriver avec la brutalité d'un ordre administratif. Le canal du Central Arizona Project, long de plus de 500 km, traverse le désert comme une artère artificielle. Pendant des décennies, il a permis de faire pousser du coton, de la luzerne, du blé, du fourrage, là où la pluie seule n'aurait jamais suffi. Puis les déclarations fédérales de pénurie ont commencé à couper les allocations les plus fragiles. Les terres les moins prioritaires ont été frappées d'abord. Des centaines puis des milliers d'hectares ont été laissés en jachère forcée. La terre s'est ouverte, brunie, craquelée. Les machines se sont tues. Dans certains cas, des exploitants ont regardé mourir plus d'1 millier d'acres de culture parce que l'eau qui existait encore sur le papier n'existait plus dans le canal. Pour une famille urbaine, la pénurie s'annonce par une facture plus élevée, une pelouse remplacée par du gravier, des restrictions horaires. Pour un agriculteur, elle prend la forme d'une disparition physique immédiate. Une saison ratée n'est pas seulement une mauvaise année, c'est un crédit qui ne sera pas remboursé.
Un tracteur qui sera vendu, un salarié qu'on ne rappellera pas, une terre qui perd sa valeur productive, une transmission familiale qui s'interrompt. Le désert ne reprend pas seulement de l'espace, il reprend des générations de travail accumulé. Et ce sont souvent ceux qui ont le moins contribué à l'illusion de l'abondance qui paient le prix le plus vite. Le coût humain s'étend aussi aux nations autochtones, pour lesquelles l'eau n'est ni une ligne comptable, ni une simple matière première. Certaines communautés ont passé des décennies dans les tribunaux, au Congrès, dans des négociations interminables pour faire reconnaître des droits élémentaires sur des ressources qui traversaient leurs terres depuis bien avant la création des États modernes. Quand la pénurie frappe, ces droits ressemblent soudain à des promesses suspendues au-dessus d'un vide hydrologique. Des communautés qui avaient déjà été déplacées, amputées, marginalisées, se retrouvent encore une fois face à une logique implacable. Le système accepte vos droits tant que la réalité physique permet de les honorer. Quand le fleuve rétrécit, les textes restent, mais le volume ne suit plus. Et pendant que les campagnes encaissent les premières coupes, les métropoles gagnent du temps grâce à des prouesses techniques dont le grand public ignore souvent la fragilité. Las Vegas recycle une part énorme de son eau intérieure. Le sud du Nevada a imposé des politiques d'économie plus agressives que beaucoup d'autres régions de l'Ouest. Le troisième tunnel, foré profondément sous le lit du lac Mead, a repoussé l'instant de la rupture. Mais il faut bien comprendre ce que cela signifie. Une ville de plus de 2 millions d'habitants dépend désormais de solutions conçues pour survivre à l'échec progressif du système normal. C'est la définition même d'une société entrée dans sa zone rouge. Elle continue à fonctionner, mais grâce à des couches successives d'ingénierie d'urgence. Le problème, c'est que l'ingénierie d'urgence ne supprime pas la cascade des conséquences. Lorsque le niveau du lac baisse, ce n'est pas seulement l'eau potable qui est menacée. L'énergie l'est aussi. Hoover Dam a longtemps fourni une électricité relativement stable et bon marché à une partie de l'Ouest. Quand la hauteur d'eau chute, la production baisse, les coûts de remplacement augmentent, la flexibilité du réseau diminue. Cette hydroélectricité jouait aussi un rôle stratégique pour équilibrer la demande lors des pics de consommation, notamment pendant les vagues de chaleur. Et c'est là que le piège climatique se referme. Plus il fait chaud, plus les villes ont besoin d'électricité pour la climatisation. Mais plus la chaleur et l'aridité compromettent les ressources hydrauliques qui contribuaient à alimenter cette demande. Le système perd en même temps sa ressource et sa marge de manœuvre. Plus au sud-ouest, la Californie impériale incarne une autre dimension du risque. Dans l'Imperial Valley, au milieu d'un désert brutal, près de 700 000 acres de terres agricoles produisent une part essentielle des légumes d'hiver consommés aux États-Unis. Laitue, brocolis, carottes, choux, fourrages, production destinée aussi à l'élevage laitier. C'est une puissance agricole fondée sur un miracle hydraulique permanent. Si les volumes alloués se contractent fortement, ce n'est pas seulement une question de ferme locale. C'est une question de chaîne logistique nationale, de prix alimentaire, de disponibilité saisonnière, de transport frigorifique, de contrats de distribution, de coût du panier moyen dans des États qui ne savent parfois même pas d'où vient leur nourriture. Une crise du Colorado ne s'arrête pas dans le désert. Elle voyage par camion, par rail, par facture, par rayon vide. Puis il y a ce qui surgit du fond du lac quand l'eau se retire. Les carcasses d'embarcation, les structures oubliées, les barils, les restes humains. Ces images ont frappé l'imaginaire collectif, mais elles révèlent quelque chose de plus profond qu'un simple fait divers macabre. Elles montrent que le lac Mead est descendu dans des zones que presque personne vivant aujourd'hui n'avait vu exposées. Elle signifie que les anciens repères de sécurité ont été pulvérisés. Lorsqu'un réservoir commence à rendre les objets d'un autre siècle et les secrets de plusieurs décennies, il dit en réalité une chose très simple. Vous êtes sorti du domaine du normal. Tout cela converge maintenant vers une échéance qui n'a plus rien d'abstrait. Les règles temporaires qui encadrent aujourd'hui les pénuries sur le Colorado arrivent à expiration. Et lorsqu'il faudra redéfinir la répartition des manques, la question ne sera plus « comment préserver l'ancien système ?», la question sera « qui accepte de perdre quoi et combien de temps avant que le rapport de force ne remplace la coopération ?» Les États du bassin supérieur rappellent qu'ils n'ont jamais utilisé l'intégralité des droits qui leur avaient été attribués. Ceux du bassin inférieur répondent qu'ils portent déjà l'essentiel du poids démographique, économique et agricole du système. Chacun a ses chiffres. Chacun a ses précédents. Chacun a ses blessés.
Mais le fleuve, lui, ne reconnaît ni les communiqués, ni les plaidoiries. Il ne livre que ce qu'il a. Dans cette mécanique, le danger futur ne se limite pas à l'image spectaculaire d'un barrage à sec. Le risque réel est plus complexe, donc plus redoutable. Il se présente comme une succession de défaillances partielles qui se renforcent entre elles. D'abord, des baisses de production électrique plus marquées. Ensuite, des restrictions d'eau plus fréquentes et plus dures. Puis des arbitrages entre agriculture, usages urbains et besoins écologiques. Puis des tensions sur les prix de l'énergie. Puis des tensions sur les prix alimentaires. Puis des investissements d'urgence toujours plus coûteux pour obtenir des gains de sécurité toujours plus faibles. C'est la dynamique classique d'un grand système qui consomme son propre avenir pour rester stable quelques années de plus. Les scientifiques du climat, les hydrologues, les gestionnaires de bassins ne redoutent pas seulement une année noire. Ils redoutent l'enchaînement. Une mauvaise accumulation neigeuse dans les Rocheuses, un été anormalement chaud, une demande électrique extrême, une nouvelle contraction des apports, un compromis politique retardé, une dégradation supplémentaire de la capacité de production hydroélectrique, une hausse de l'évaporation sur des réservoirs déjà affaiblis. Chacun de ces éléments, pris isolément, paraît gérable. Ensemble, ils forment un engrenage. Le pendule continue de battre, mais désormais entre hydrologie, énergie, agriculture et stabilité urbaine. Et il faut dire la chose la plus inconfortable de toutes, le retour de quelques bonnes années humides ne réglera pas le problème. Même une série d'hivers favorables ne ferait que recharger partiellement un système construit au-dessus de ses moyens réels. Les traces minérales sur les parois du canyon resteraient là comme une mémoire physique de l'écart. Le barrage continuerait à dépendre d'un lac trop bas pour retrouver sa pleine puissance. Les États continueraient à se disputer une ressource dont le total ne suffit pas à satisfaire ce qui a été promis. La crise n'est pas seulement un manque d'eau, c'est la collision entre la géophysique et la dette historique. C'est pour cela que l'avertissement final ne concerne pas uniquement le Hoover Dam. Il concerne le mythe entier de la permanence dans l'Ouest américain. Pendant près d'un siècle, le barrage a incarné l'idée que la technique pouvait fixer le désert, discipliner un fleuve, transformer une contrainte naturelle en moteur de croissance illimité. Aujourd'hui, le même ouvrage raconte l'inverse. Il dit qu'un système peut être gigantesque, brillant, audacieux, et néanmoins reposer sur une erreur de base. Il dit que les civilisations ne sont pas menacées seulement par les secousses soudaines, mais par les écarts accumulés, les compromis trop longtemps repoussés, les chiffres que l'on refuse de regarder jusqu'à ce qu'ils deviennent un mur. Alors l'horloge tourne. Elle tourne dans le niveau du lac. Elle tourne dans les mégawatts perdus. Elle tourne dans les champs laissés nus. Elle tourne dans les canaux qui transportent moins. Elle tourne dans les négociations qui approchent. Elle tourne aussi dans les habitudes quotidiennes de millions de gens qui vivent encore comme si l'eau de l'Ouest était simplement un service public parmi d'autres. Mais ce n'est pas un service. C'est une limite physique temporairement masquée par des infrastructures extraordinaires. L'appel à l'action commence donc par un acte plus rare que les grands travaux, accepter la réalité. Accepter que le fleuve du XXe siècle n'est pas celui du XXIe. Accepter qu'aucune stratégie sérieuse ne peut partir de volumes fictifs. Accepter que l'économie d'eau, la réutilisation, la transformation des cultures, la réduction des gaspillages urbains, la refonte des priorités et la vérité hydrologique doivent l'emporter sur les réflexes de prestige et les promesses anciennes devenues intenables. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas héroïque, pas spectaculaire, ce n'est pas héroïque au sens hollywoodien. Mais c'est la seule forme de courage qui compte désormais. Parce qu'au fond, le Hoover Dam n'est pas seulement en train de retenir l'eau. Il retient encore, pour un temps, l'illusion que le retard peut durer indéfiniment. Or, le retard a déjà un prix. Il est inscrit sur les falaises du Black Canyon par une ligne blanche haute comme un immeuble. Il est inscrit dans les turbines qui perdent de la force. Il est inscrit dans les exploitations qui meurent en premier. Il est inscrit dans un fleuve qui n'atteint plus la mer. Et il est inscrit dans ce seuil de 895 pieds, qui n'est plus une abstraction, mais une direction. Le barrage tient encore, la légende aussi, à peine. Mais derrière le monument, le pendule continue de battre, lent, implacable, précis. Et à chaque oscillation, il rappelle la même vérité. Lorsque la réalité physique finit par rattraper une civilisation entière, elle ne demande pas la permission d'entrer.